On voit que la jeunesse africaine a une forte demande d'émancipation. Et par rapport à cette forte demande d'émancipation, les solutions qui sont traditionnellement proposées, notamment dans le cadre de nos relations avec nos partenaires au développement, semblent insuffisantes. Et du coup, on a l'impression que cette jeunesse a décidé de prendre les choses en main et donc de construire une alternative. Cette jeunesse, ce sont les militaires? Ils font partie de la jeunesse, mais il n'y a pas que les militaires, il y a les sociétés civiles qui s'organisent. Et au fond, l'idée, c'est de dire, après les indépendances, avec le rêve de la souveraineté, rêve bridé dans un second temps par les ajustements structurels, on arrive dans un troisième temps qui est au fond qu'on ne peut pas compter sur l'Occident, parce que l'Occident lui-même est en difficulté. Et au fond, l'Afrique, avec 1,3 milliard de personnes, des ressources importantes, 500 millions d'hectares de terres arables, des ressources minières à foison, il n'y a aucune raison que l'Afrique ne puisse se développer par elle-même avec des dirigeants bien formés qui, de plus en plus, ont le sens de l'intérêt général. Et donc, je crois que les coups d'État montrent quelque part cette volonté de prendre les choses en main, peut-être de manière maladroite, mais en tout cas, ouvre à mon sens le champ de débats qui peuvent être potentiellement fructueux sur une voie africaine de développement. Donc, l'échec des élites dirigeantes postcoloniales. Tout à fait, parce qu'au fond, ces élites qui sont extraverties n'ont jamais eu les instruments du développement économique. Vous savez, mes travaux sur la monnaie franc CFA qui montrent qu'au fond, une monnaie pilotée de l'extérieur, par l'extérieur, pour l'extérieur, sur le plan du budget, on voit bien que l'espace fiscal est réduit. Et donc, quand vous n'avez pas les deux leviers de la politique économique, que sont la monnaie et le budget, vous ne pouvez pas transformer vos économies. Donc, il n'y avait pas de désir de réelle souveraineté de la part de ces élites postcoloniales? Non, c'est parce que la plupart de ces élites étaient des fantoches de la France-Afrique. Il faut bien le dire. Les premières élites des indépendances ont toutes été éliminées. Et ensuite, nous avons eu des chefs d'État qui ont joué le jeu de l'extraversion et donc sont restés dans ce que j'appelle un diptyque mortifère, c'est-à-dire un néolibéralisme qui n'est absolument pas la bonne voie pour nous. Qui n'était pas seulement imposé par la France, mais par les institutions internationales financières. Tout à fait. Mais également un extractivisme qui consistait au fond à exporter sans transformation sur place nos matières premières. Et du coup, ce diptyque mortifère ne pouvait donner que les insatisfactions que nous avons connues, ce qui fait qu'il faut analyser ce qui se passe à l'heure actuelle, non pas seulement d'un point de vue d'une normativité que moi je pourrais qualifier d'arbitraire, mais aussi comme peut-être la recherche de voies plus endogènes de développement de l'Afrique. Et vous pensez que ces nouvelles élites qui ont pris le pouvoir, notamment par des coups d'État, ont justement cette conscience-là de la souveraineté et justement de la déconnexion avec les anciennes colonies? Oui, ces élites ont cette conscience. La difficulté, c'est comment articuler la légitimité et la légalité. Ce n'est absolument pas simple. Mais il y a aussi un autre élément, c'est que j'observe que nous, les élites, puisque je fais partie de ces élites, nous sommes pris en fait entre deux injonctions. Une injonction externe qui consiste au fond à nous demander de nous positionner, puisqu'il y a le retour des blocs. Est-ce que nous sommes dans le bloc occidental ou est-ce que nous appartenons à ce qu'on appelle aujourd'hui le Sud global, et une injonction interne de la part de nos jeunes qui sont en forte demande d'éducation, d'emploi. Et au fond, ça nous oblige à construire rapidement ce que moi j'appelle des voies d'une prospérité partagée. Donc vous répondez aux deux questions. Vous appartenez à quel bloc alors, l'Afrique? Non, je crois que l'Afrique doit, un peu comme la conférence de Bandung en 1955, et c'est comme ça que je commence l'ouvrage, l'Afrique doit assumer son non-alignement,
mais pas simplement dans une posture un peu négative, mais dans l'idée qu'elle doit construire par elle-même les ressorts de son développement. Et donc, l'économiste égyptien Samir Amin parlait de déconnexion en disant très bien que ce n'était pas de l'autarcie, mais le fait de reconnaître que face à une mondialisation inégale, nous avons le droit de nous protéger et d'avoir des politiques publiques beaucoup plus ambitieuses qui créent aussi une forme de ce que j'appellerais d'égalité que nous n'avons pas toujours eu. L'Afrique est le continent le plus inégalitaire au monde. Et donc, c'est important d'avoir la croissance, mais mieux répartie, et d'avoir en tête le fait que nous sommes le deuxième poumon de la planète. Et ce nouveau colonialisme économique porté soit par la Chine, soit par la Russie, vous y avez répondu aussi ? Oui, vous savez, c'est ce qu'on appelle un peu l'impérialisme libre-échangiste. Et donc, c'est ce libre-échangisme épaulé par les mitrailleuses et les canons. Donc, il faut absolument sortir de là. Avoir un rationnel qui vise l'intérêt général, donc la redevabilité, et aussi la démocratie, donc la transparence. Donc, le travail que nous devons faire aujourd'hui, c'est articuler nos institutions avec nos modalités de production et d'échange. Et ça, je crois que c'est un beau... Mais vous, Kako, vous voyez comment, Kako Nobuko, vous voyez comment la Chine et la Russie en Chine ? Je pense que ce sont des partenaires, comme les pays occidentaux. C'est à l'Afrique de définir comment elle doit gérer ses partenariats. Sinon, ça voudrait dire qu'on serait des mineurs. Et quelquefois, le discours occidental tend à nous faire passer pour des mineurs. C'est-à-dire qu'on nous dit, mais avec eux, vous savez, ça va être pire qu'avec nous. Eh bien, l'Afrique veut faire par elle-même ses propres expériences, négocier ses contrats, négocier sa prospérité. Et je crois que c'est important que nous ne soyons pas les chevaux de Troie de qui que ce soit. C'est important. Dans votre livre, il y a toujours cette perspective des communs africains. Donc, cette fameuse troisième voie que l'Afrique pourrait trouver. En quelques mots, c'est quoi les communs africains ? Oui, l'idée des communs, c'est que par rapport à la double défaillance que nous observons historiquement des États et des marchés, il y a moyen de construire des formes de relations qui puissent permettre, par deux éléments qui me semblent être constitutifs de l'Afrique, ce qu'on appelle la gouvernance polycentrique, c'est-à-dire le fait qu'il faille aller à la base pour retrouver l'intelligence du terrain, et le fait que le droit ne peut pas être le droit univoque qu'on veut nous imposer. Donc, il y a l'idée des faisceaux de droit. Et ça, c'est quelque chose qui me paraît fondamental. Elinor Ostrom, prix Nobel d'économie 2009, l'a beaucoup développé. Mais je crois que c'est quelque chose que tout Africain ressent. Cet impératif de solidarité, de co-construction, de partage et de préservation des écosystèmes naturels. Tout ce que le capitalisme occidental a détruit ces 3 derniers siècles. Ouais. Donc les communs sont les forêts, les cours d'eau, etc., que les Africains voudraient se partager. Tout à fait, mais au-delà, c'est une philosophie, en fait. C'est une philosophie... De ne pas marquer un prix. C'est le fait de dire que l'horizon indépassable de notre univers n'est pas le marché. Ouais. C'est que nous pouvons construire des relations apaisées, des relations humaines, et que nous pouvons mieux partager les ressources dont nous disposons. Donc le numérique, vous avez beaucoup de biens communs numériques, et donc c'est toute une autre philosophie, au fond, qui me semble être en phase avec ce que nous avons toujours été, que certains appellent l'Ubuntu, la trajectoire du marché commun africain. Bonne ou pas bonne, ou c'est la trajectoire d'un marché unique quand même? Oui, il faut éviter le biais économiciste, c'est-à-dire que l'économie ne peut pas résoudre nos problèmes. Il faut d'abord partir d'une vision partagée, et ensuite l'économie peut être un outil parmi d'autres
pour nous permettre d'atteindre nos objectifs. Mais donc, l'idée de la zone de libre-échange continentale africaine, comme j'ai déjà eu à le dire, ce n'est pas une mauvaise idée, mais derrière le marché, il y a beaucoup d'institutions. C'est d'ailleurs pour ça que Acemoglu, Johnson et Robinson ont eu le prix Nobel d'économie cette année. Pour dire qu'il y a du politique derrière les marchés. Merci beaucoup, Kako Nubukpo, pour vos réponses. L'entretien